Faut-il 15 instruments pour faire un voyage sonore? Comment bien choisir tes instruments? De quel budget tu as besoin? Dans cette vidéo, je réponds aux questions des plus débutants des thérapies sonores, mais aussi des plus avancés en sonothérapie. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Clélia Félix, la fondatrice de l'Art du Son, la plus grande plateforme en ligne sur la sonothérapie en francophonie qui réunit plusieurs milliers de passionnés. Sur cette chaîne, je partage tout ce qu'il faut savoir sur les thérapies sonores pour que tu puisses toi aussi révéler ta magie sonore. Alors si ces sujets t'intéressent, abonne-toi. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à des questions qui reviennent souvent, mais aussi des questions que vous m'avez envoyées pour préparer cette vidéo, donc merci beaucoup. Ce sont des vidéos qui peuvent t'intéresser si tu débutes dans la sonothérapie, mais même si tu es plus avancé, je suis sûre que tu vas trouver des informations dont tu avais besoin. On commence par la base, quels sont les instruments qu'on utilise en sonothérapie? Alors là, tous les instruments peuvent être utilisés en sonothérapie, ça va juste dépendre des pratiques. Mais en fonction des pratiques, on peut vraiment utiliser tous les instruments qui existent, que ce soit des instruments donc, de musique plus traditionnelle, connus, classiques, comme la guitare, le piano, la flûte, le violon, ou des instruments spécifiques de sonothérapie qu'on verra après, comme les bols chantants, les gongs, les diapasons. Mais en réalité, tous les instruments peuvent être utilisés, que ça soit des instruments donc, qui sont dédiés à faire de la musique ou des objets du quotidien, n'importe quel objet qui peut produire du son, comme par exemple un stylo, une bouteille d'eau, une feuille en papier et même pourquoi pas un briquet. N'importe quel objet qui produit du son peut être utilisé selon les pratiques de sonothérapie, mais il y a certaines pratiques où on peut utiliser vraiment tout ce qui fait du son. Y compris des instruments qui sont électroniques, ça c'est une question qu'on me pose souvent, donc synthé, tout instrument qui va être produit de manière électronique aussi peuvent être utilisés. Encore une fois, ça va dépendre de l'objectif recherché, du type de séance. C'est vrai qu'en sonothérapie cependant, on va utiliser certains instruments très spécifiquement pour différentes raisons. Tout d'abord, la plupart des instruments de sonothérapie les plus connus, comme les bols chantants par exemple, les gongs, les instruments en cristal vont être beaucoup utilisés parce qu'ils vont avoir cette capacité d'amener facilement dans des états modifiés de conscience, de la relaxation notamment, certains états de transe, etc. Le tambour aussi, voilà, ces instruments-là. Et puis il y a des instruments qui sont aussi très emblématiques de la sonothérapie parce que avec leur grande précision, on va pouvoir venir proposer des fréquences bien spécifiques à certaines zones du corps, par exemple en utilisant les méridiens de médecine chinoise, et avec le diapason qu'on va venir poser sur des points énergétiques particuliers, comme on le fait en acupuncture. Deuxième question, naturellement après la première, faut-il avoir beaucoup d'instruments? Eh bien non, il n'y a pas besoin d'avoir plein d'instruments pour faire de la sonothérapie, même si c'est vrai qu'il en existe beaucoup, que quand on est passionné, on en a envie finalement au bout d'un moment d'en avoir pas mal, et qu'on voit souvent des personnes avec plein d'instruments devant elles. Il n'y a vraiment pas besoin d'en avoir beaucoup. Et je vais même dire, ce qui compte, c'est pas la quantité d'instruments. Ce qui va être important, c'est surtout d'abord de bien choisir tes instruments. Ceux qui te correspondent à toi, avec ta sensibilité, ta pratique, le public auquel tu vas t'adresser, le type de séance que tu vas proposer, le cadre de la séance, est-ce que c'est un cours de yoga, est-ce que c'est un séminaire, ton intention, est-ce qu'on est plutôt là pour apaiser, relaxer, dynamiser. En fait, tous ces facteurs-là, toutes ces choses-là vont définir quels sont les instruments qui te correspondent à toi, aux personnes que tu vas accompagner et à ce que tu as envie de proposer comme type d'expérience. Donc la première chose, ça va être de bien les choisir. Est-ce que tu vas les utiliser pour des massages, des bains sonores, des voyages sonores, des méditations sonores? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne pour bien t'expliquer la distinction entre ces séances que tu retrouveras donc sur la chaîne. Mais donc déjà, il faut que tu les choisisses bien en fonction de tous ces critères. Ensuite, ce qui va être important donc, c'est pas la quantité, c'est de bien choisir ton instrument et c'est tout ce qui va être autour de l'instrument. Comment tu l'utilises, ton expertise, ta posture, ta présence, tes gestes, ta façon d'en jouer et tout ce qui va accompagner l'instrument de manière générale, comme les pratiques corporelles que tu vas guider, ton accompagnement, ton type de séance à toi.
Faut bien comprendre que chaque instrument va avoir des vibrations différentes, des effets donc différents, vont créer des choses complètement différentes chez les personnes. Tu vois bien que c'est pas du tout la même chose entre le tambour, par exemple, hein, et la kalimba. Ou encore le bol en cristal. Tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est difficile d'en jouer? Est-ce qu'il faut avoir des connaissances musicales? Il y a pas mal de personnes qui en sonothérapie, que vous soyez débutant ou plus avancé, on se pose la question de savoir est-ce que je sais suffisamment de choses au niveau de la musique? J'ai pas forcément un talent musical à la base. Bon, je vais tout de suite enlever le mythe à ce sujet-là. Il n'y a pas besoin d'être un virtuose de la musique pour faire de la sonothérapie. J'ai énormément d'élèves qui n'y connaissent rien en musique ou qui n'ont jamais fait de musique avant d'aborder la sonothérapie et qui s'en sortent merveilleusement bien. J'ai aussi énormément de musiciens et de musiciennes qui font de la sonothérapie avec mes formations. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que quand on est musicien, quand on a une formation musicale à la base, parfois il y a un petit cheminement à faire pour pouvoir un peu se libérer de certains formatages qu'on a eu avec la musique pour aller expérimenter d'autres choses avec le son. Quoi qu'il en soit, en sonothérapie, il y a des connaissances musicales à avoir, certaines connaissances qui font partie du langage de la musique, comme comprendre ce que c'est qu'une fréquence, qu'est-ce que c'est que l'harmonie de manière générale, mais elles sont tout à fait accessibles si elles sont enseignées correctement. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de savoir lire une partition ou d'être un virtuose du solfège pour faire de la sonothérapie, c'est vraiment accessible. Pour ce qui est de la pratique vraiment de l'instrument, de parvenir à jouer de l'instrument pour d'autres personnes, là encore, c'est accessible facilement si c'est correctement enseigné. Bien sûr, il y a des règles à connaître, évidemment. Maintenant, la plupart des instruments sont assez intuitifs et facilement abordables. Il y a quelques exceptions où ça demande un peu plus de maîtrise et d'entraînement, comme par exemple le didgeridoo, qui va demander à acquérir un certain type de souffle, de respiration, ou le handpan, où là il va falloir trouver un petit peu son doigté. Mais de manière générale, l'ensemble des instruments qu'on utilise le plus souvent en sonothérapie sont vraiment très abordables. Question suivante, faut-il dépenser des fortunes? C'est vrai que c'est une question qu'on peut être facilement amené à se poser parce que certains instruments en sonothérapie coûtent très cher. Les bols en cristal, notamment, certains instruments en cristal peuvent coûter très cher. Un tube allophone en cristal, ça coûte autour de 2000 € en moyenne. Certains gongs assez grands peuvent être très chers aussi. Mais il faut comprendre que la majorité des instruments peuvent être accessibles. Ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de ta pratique, tu peux très bien avoir un set d'instruments qui soit totalement accessible par rapport à ton budget et que tu vas adapter à ton budget. Beaucoup d'instruments vont se situer autour de entre 10 et 200 €, donc c'est une fourchette qui est assez large. Je vais te donner des exemples pour que tu puisses te situer. Le tambour que j'utilise le plus, moi, coûte 198 €, donc 200 € à peu près. Un gong de 60 cm coûte 450 €. Mon autre gong qui fait à peu près 50 cm coûte 200 €. Un bol chantant, c'est entre 60 à 300 €. Un bol en cristal entre 150, 250 € et après c'est infini, il y a des milliers, des dizaines de milliers d'euros sur certains bols. Un tube allophone 170. Et là, on revient sur d'instruments qui sont un peu moins chers. Une flûte, 20 € et infini en fonction des flûtes, mais tu peux commencer à 20 €. Bâton de pluie, 30 à 70 €. Une bonne kalimba, une centaine d'euros. Les crisselles, 30 €. Un carillon, 19 à 50 €. Un tambour de l'océan, parfois autour de 80 €, parfois un peu moins, un peu plus. Un handpan autour de 1000 €. Voilà, je t'ai donné un petit peu des ordres de prix comme ça, mais il faut bien que tu vois que tu as certains instruments, tu peux avoir un premier set d'instruments totalement accessible avec déjà une première flûte à 20 €, un bâton de pluie par exemple à 40 €, un petit carillon à 30 € et ensuite avoir un beau bol par exemple à 100 € et tu t'es fait un set à 300 € par exemple. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton set d'instruments, tu vas pouvoir le créer complètement en fonction de tes besoins, ce que tu veux créer et ton budget. S'il y a des instruments qui sont plus coûteux, bien évidemment, tu peux économiser. Il y a les anniversaires, voilà, les moments où en tout cas on peut te faire des cadeaux et ça se fait très bien. Il y a même des instruments que tu peux fabriquer toi-même, il y en a pas mal même. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce sujet, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo tuto pour créer vos instruments, certains instruments vous-même.
pourquoi il y a des instruments qui sont aussi chers, comme certains gongs qui valent plusieurs milliers d'euros, les bols chantants, etc. Bah, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le matériau dans lequel c'est utilisé. Le métal qu'on va utiliser pour forger le gong, le cristal, etc. En fait, on paye la matière première. Et déjà, ça a un certain coût. Plus l'instrument va être grand aussi, plus il y a de matière, donc plus vous allez payer, tout simplement. Il y a même des instruments qu'on achète parfois au kilo, c'est pour vous dire. Moi, en Inde, parmi les premiers bols que j'ai achetés, ils pesaient les bols pour me dire exactement le tarif auquel il allait me vendre le bol. Ensuite, il y a donc le matériau, mais il y a aussi bien sûr le travail de l'artisan, le travail de grande précision. Il faut savoir que par exemple sur les bols c'est un travail qui est colossal. Les bols vont être martelés la nuit. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ce sujet avec Unisson où on vous explique bien tout ça. Donc il y a le travail bien sûr de l'artisan, la technologie qui peut être utilisée, la précision avec laquelle les instruments vont être accordés, tout ça, ça justifie forcément un certain prix. Comment les choisir, notamment quand on débute? Alors là, il y a plusieurs écoles. Tout d'abord, il y a l'appel du cœur, bien sûr. L'instrument qui va t'appeler, souvent c'est comme ça que ça se passe, il y a un instrument, tu peux pas partir sans, tu peux pas t'en empêcher, il est là, il t'appelle, c'est un coup de cœur. Donc déjà, il y a l'appel du cœur, l'élan. Ensuite, c'est important de bien te renseigner sur, par exemple, si tu t'intéresses à un instrument en particulier, par exemple le bol ou le tube allophone en cristal, de bien te renseigner sur la spécificité de ce type d'instrument. Qu'est-ce qui va être important à savoir? Par exemple, sur le tube allophone en cristal, l'attache des tubes va être déterminante par rapport à la qualité vibratoire de l'instrument. Sur les bols, on va s'intéresser à la fabrication, à la composition notamment, au type de bol. Donc pour l'instrument qui t'intéresse, essaie d'avoir le maximum d'informations pour savoir quels sont les critères sur lesquels il va falloir que tu te renseignes pour choisir ton instrument. À ce sujet-là, restez connectés sur la chaîne puisque je vais vous proposer des vidéos comparatives sur les instruments pour vous aider justement à faire vos choix en conscience en fonction des instruments. D'ailleurs, j'en profite là pour te dire que si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à le faire. C'est un petit geste pour toi, pour moi, c'est un grand soutien dans mon travail. Parce que je vois encore des personnes qui regardent mes vidéos, ou toutes mes vidéos même, et qui ne sont pas encore abonnées. Donc merci beaucoup pour ton abonnement si tu le fais. Donc je disais, pour bien choisir ton instrument, le coup de cœur, le fait de bien te renseigner sur les spécificités, les choses vraiment qu'il faut connaître. Ensuite, bien savoir dans quel contexte tu vas utiliser ton instrument, c'est ce que je t'ai expliqué déjà au début de la vidéo. Ça va être très important et tout ça, c'est important pour pas regretter ton achat plus tard. Donc n'hésite pas à demander conseil auprès de plusieurs professionnels, de regarder plusieurs boutiques différentes, de bien comparer. D'ailleurs, une autre question qu'on me pose souvent par rapport à ça, c'est comment tu fais pour acheter des instruments quand c'est en ligne. Alors moi, je suis totalement à l'aise avec le fait d'acheter en ligne. Ça dépend des instruments. Il y en a où je vais vraiment avoir besoin d'aller en boutique. Mais il y a pas mal d'instruments où tu peux les acheter en ligne justement si tu es bien au courant de ce qu'il faut connaître. Notamment sur le tube allophone en cristal, il n'y a pas énormément de modèles. Et une fois que tu sais ce que tu veux et dans quel contexte tu vas utiliser, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Après, il y a des instruments, par exemple les bols, où là, tu as vraiment envie d'entendre le bol. Et par exemple, avec mes amis de chez Unisson, ils vont te permettre, si c'est à distance, tu peux pas venir à la boutique, ils vont te faire écouter les bols en visio pour que tu puisses bien choisir ton bol. Ils vont te conseiller. Donc c'est totalement possible d'acheter des instruments en ligne. Souvent, tu as des vidéos où tu peux, sur les boutiques, où tu peux écouter l'instrument, le voir. Encore une fois, si tu es bien renseigné avant, bien conseillé, et que en plus, si tu peux écouter le son de l'instrument sur le site, c'est totalement possible de l'acheter en ligne. Après, c'est à toi de voir, on n'a pas tous la possibilité d'aller dans certaines boutiques en fonction de là où on habite. D'ailleurs, on m'a demandé est-ce que c'est bien selon toi d'acheter d'occasion? Oui, complètement, c'est fantastique. Moi, dans la communauté des artisans du son, artisanes du son, il y a plus de 3500 élèves. Et sur le forum des élèves, ils se revendent leurs instruments. Parfois, ils ont envie de changer. Finalement, ce bol-là, ils n'en ont plus trop l'utilité par rapport à un autre qu'ils veulent acheter, par exemple. Et donc, ils se font comme ça des ventes entre eux. Donc oui, l'achat d'occasion, moi, je trouve ça très bien aussi. C'est magnifique de donner une seconde vie à un instrument. Donc pourquoi pas. Avant-dernière question, comment entretiens-tu tes instruments? Comment tu les nettoies? Comment tu les entretiens tout simplement, donc que ce soit gong, bol, etc.
Alors moi je fais pas grand chose avec mes instruments, j'utilise simplement un chiffon sec pour essuyer quand il y a de la poussière, ce genre de choses, donc c'est tout ce que je fais. S'il y a une petite tache ou quoi, je vais utiliser un tout petit peu, un chiffon un petit peu humide, mais c'est tout ce que je vais faire. J'aime bien notamment sur les bols, les gongs, etc. laisser la patine se faire, donc je vais pas faire plus que ça. Ce qui va être surtout très important pour l'entretien de tes instruments, c'est l'endroit où tu vas les stocker, comment tu vas les stocker, la température de l'endroit où tu vas mettre tes instruments. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, les tambours en peau naturelle, eh bien, ils vont être très sensibles aux températures, à la variation en fait aussi de l'humidité dans la pièce. Ce genre de choses, ça va être très important. Mon tambour, par exemple, de l'océan que j'ai acheté en Inde, c'est une peau naturelle. Et quand j'étais en Inde, t'imagines bien, il faisait chaud et les peaux avaient tendance donc à sécher, à craqueler. Donc on les humidifiait régulièrement avec de l'eau. On venait passer un peu d'eau sur la peau pour la détendre. Et à l'inverse, en fonction de s'il fait très humide, tu as peut-être déjà vu des chamans qui vont venir tendre la peau de leur tambour au feu, au devant la chaleur du feu pour qu'elle se tende un peu. Donc voilà, ça c'est vraiment à avoir en tête. Donc s'il y a beaucoup d'humidité dans ta pièce ou au contraire qu'il fait très chaud et très sec, ça va jouer sur les peaux de tes instruments. Donc ça, faut bien te renseigner. Donc ça, c'est en particulier pour les instruments avec des peaux naturelles. Mais en fonction des instruments, voilà, faut faire attention, pas trop proche d'un radiateur. S'il y a beaucoup d'humidité chez toi, ce genre de choses, c'est très important. Donc comment tu vas stocker tes instruments, l'exposition à la lumière du soleil aussi, ce genre de choses. Et puis le transport, de bien faire attention quand tu les transportes, de bien les protéger. Enfin, il y a des instruments qui demandent un entretien particulier, comme par exemple mettre de la graisse, ce genre de choses. Et ça, normalement, tu es renseigné au moment où tu achètes ton instrument avec l'expert où tu l'as acheté. Alors la dernière question, je me suis beaucoup demandé si j'allais la laisser dans cette vidéo parce que finalement ça pourrait être le sujet d'une vidéo entière, mais voilà, pour la personne qui va envoyer cette vidéo pour spécifiquement cette FAQ, je vais l'aborder. En plus, je trouve que c'est un sujet qui est très important dans nos métiers. La question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y a un instrument qui est plus puissant que les autres pour enlever une peur, c'était entre guillemets. Eh bien, je vais essayer de nuancer mon propos parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et que je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais déjà, je voudrais juste rappeler qu'il n'existe aucun instrument qui enlève une peur ou qui reprogramme le cerveau à lui tout seul. Enlever une peur, s'apaiser, se libérer d'une peur, c'est un cheminement personnel, c'est un chemin, parfois d'exposition à la situation progressive, de nouvelles expériences qui vont être plus sécurisantes, d'intégration émotionnelle, mais aussi d'accompagnement thérapeutique, d'exploration intérieure, de son histoire, avec soi-même. Enfin bon, bref, c'est le résultat d'un processus. Et le son, il peut accompagner le processus, les instruments peuvent accompagner ces processus, peuvent ouvrir des espaces où on va venir apaiser, réguler le système nerveux, recréer de la sécurité, amener des états modifiés de conscience. On peut aussi associer les instruments à des techniques qui vont aborder les peurs, les traumas, etc., comme l'hypnose, le MDR, le FT, etc. Mais je pense que là, tu comprends bien avec ce que je suis en train de dire que c'est un ensemble de choses, c'est la qualité de l'accompagnant, c'est la séance qui va arriver à un moment donné du processus de la personne, c'est l'expertise de la personne qui va t'accompagner sur ce cheminement-là, et c'est tout ça qui va faire que, avec la sonothérapie, on peut t'accompagner sur ce processus-là. Enfin, j'aimerais aussi lever un peu ce mythe de la puissance et de l'intensité. On me dit, est-ce qu'il y a un instrument plus puissant? Je crois que les transformations, elles se font en tout cas les transformations puissantes, profondes, elles se font dans la sécurité, dans la douceur. L'idée, c'est pas de chercher à forcer. Plus c'est intense, plus il faut de la sécurité, si je puis dire. Plus il faut de la douceur aussi, si je puis dire. Ou pas. J'avais juste envie de poser ces vibrations ici pour que tu sentes cette nuance par rapport à cette question qu'on m'a posée et ce que je voulais transmettre ici. Une chose aussi, je voulais préciser, c'est que il y a effectivement des sons qui sont plus anxiogènes que d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont être plus remuants, qui peuvent éveiller aussi certaines choses dans notre imaginaire ou dans notre histoire, comme les gongs, le didgeridoo, le tambour de l'océan. C'est des sons qui peuvent
éveiller certaines choses, mais en réalité, un tout autre instrument qui d'apparence peut paraître très doux, comme un carillon, pourrait tout à fait aussi venir remuer des choses aussi anxiogènes que les autres instruments que je viens de citer. Je vais m'arrêter là parce que tu l'auras compris, cette question, elle appelle énormément de choses, elle demande de la nuance, d'étayer le propos. Donc si tu as envie que je parle spécifiquement de traumatisme, peur et sonothérapie, dis-le moi en commentaire et je serai ravie d'animer un live ou de faire une vidéo sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a répondu à des questions que tu te posais ou qu'elle t'a apporté des éclairages, des choses auxquelles tu ne pensais pas. Auquel cas, si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo, ça me fera très chaud au cœur, ou t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, mais aussi pouvoir continuer d'explorer les vibrations sonores en conscience avec moi. Je te souhaite le meilleur. Regarde bien sous la vidéo aussi parce que je laisse toujours des cadeaux, des informations complémentaires, des ressources précieuses sous toutes mes vidéos YouTube. Donc vraiment, va jeter un coup d'œil. Je te dis à très bientôt. Merci encore pour ta belle présence.